Amis internotateurs, amis internotatrices, bienvenue dans cette Trick Track télé, vraiment là, comme dirait Fal, somme toute spéciale et particulière, puisque nous ne sommes pas chez nous, nous sommes dans les locaux du Majestic Escape Game, et nous sommes là pour pouvoir parler des bouquins Escape Game. Ça tombe bien, hein, Voilà. on est là. Oui, bonjour. Je suis avec Monsieur Christophe, mon compagnon d'aventure parisienne. Donc Christophe, comment ça va? Ah bah ça va très très bien. Et justement, on va parler livres et on va parler jeux, c'est cool. Oui, exactement. On aime bien, hein. Voilà, on adore ça. Et nous sommes donc reçus par Monsieur Rémi. Monsieur Rémi, comment vas-tu? Bah, très très bien. Voilà. Et Madame Clémence. Madame Clémence, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc vous êtes tous les deux, vous bossez tous les deux dans des escape rooms, escape game. Il faut qu'on se mette d'accord Escape sur game. le terme escape game. Escape Game, surtout en France et à l'étranger, ils vont plutôt parler d'escape room. Donc on est là parce que justement Rémi, nous on t'a rencontré, on a fait connaissance via un livre que tu avais sorti, un livre-jeu d'escape game qui s'appelait Escape Game. Alors c'est pas celui-là, mais là, évidemment comme on est toujours très bien organisé chez Trick Track, on ne l'a pas pris. Dis-nous un peu comment ça naît Escape Game, parce qu'à l'origine toi tu es l'un des créateurs du site Escape Game Paris. C'est ça, qui recense et donne des avis sur toutes les escape games donc de Paris, mais aussi d'ailleurs, de ce fait. Oui, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir les escape games au tout début. À l'époque, à Paris, il y avait à peine 2 salles, donc du coup, c'était assez facile de suivre un peu l'actualité de tout ça. Et quand ça a commencé un peu à exploser, qu'il a commencé à avoir 2, 3, 4, 5 enseignes à Paris, j'ai décidé de lancer ce site en fait, qui recense et note les escape games à Paris. Puis après, avec le développement un peu partout en région, on est allé tester à droite, à gauche. Oui, c'est sympa. Mais tu l'as lancé tout seul à la base ou Oui, et après, au fur et à mesure du temps, en fait, il y a Benjamin qui m'a rejoint, qui s'est occupé de tout ce qui est infrastructure du site, du design, etc. Et tester les salles avec moi. Et aussi Mélanie, qui est venue aussi pour justement aussi faire les tests, écrire des chroniques, des reviews, des avis. Et c'est comme ça, en fait, on avait l'habitude de jouer ensemble. Et à un moment donné, il y a Mango qui est venu en fait ça vous a nous donné voir. le virus, quoi. Ah oui, c'est Mango directement Oui, qui est c'est venu vous Mango voir. qui est venu nous voir. Ah oui. En fait, par le biais d'amis communs, en fait, ils cherchaient à faire un livre escape game. Ils savaient pas, ils avaient testé juste un jeu et ils se disent on va peut-être aller voir des gens qui connaissent bien en fait ce jeu des escape games, quoi. Et pour vous, dès le départ, c'était évident de pouvoir transformer l'univers, les impressions d'une escape game salle en livre? Après, on a toujours le facteur décor qu'on pourra jamais retranscrire dans un livre. Mais après, il y a certaines choses en fait, qu'on va s'interdire un petit peu dans un escape game, comme de l'utilisation de réseaux sociaux, d'essayer d'augmenter un petit peu l'histoire avec des objets qui sont vraiment extérieurs dans une escape game classique à la pièce. Autant là, dans les livres, on peut les ajouter et donner un peu plus de corps à ces jeux, à ces aventures. On a créé ce livre et ce concept avec Mélanie et Benjamin, donc les fameuses personnes dont je parlais, avec qui on faisait beaucoup d'escape. Ça a mis 3 mois déjà à réfléchir comment on allait le faire, et du coup après on a eu 2 mois et demi pour faire le premier livre. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, on était un peu tous touche à tout. Donc, Benjamin, lui, il est designer, il est graphiste. Donc, du coup, c'est lui qui avait fait tout le livre, tout le côté visuel du livre. Mélanie, qui est journaliste. Donc, du coup, pour l'écriture, c'était pas mal. Moi, on a tous travaillé sur les énigmes. Moi, j'étais un peu plus sur le côté énigmes et jeux gameplay. On s'est bien complété. On avait tous des idées. Chacun apportait ses idées justement pour faire avancer le bouquin. Il était sorti en fin octobre et du coup, a priori, ça a bien fonctionné vu que 1 mois et demi après la sortie, ils nous ont demandé déjà de plancher sur le deuxième qui a été Lucky Luke. Oui, alors justement, j'en reviens à les 2 suivants qui sont sortis, sont sur des thématiques bande dessinée. Donc, pour information, Mango appartient à Média Participation. Gros éditeur, gros groupe éditorial, puisqu'ils ont Dupuis, Dargaud, Lombard, donc c'est quand même, et Black et Mortimer édition, Liquid édition, etc. Donc évidemment, ça permet d'avoir un gros panel en termes de labels.
Mais par contre, justement, c'était des commandes par rapport à une thématique spécifique. Alors pas du tout. Sur le premier, ils nous ont dit, oh, bon, on aimerait bien partir sur une licence du groupe. Donc eux, ils nous ont fait des propositions sur certains univers qui leur parlaient et qui n'étaient pas trop dans nos goûts forcément. Donc après, ils nous ont dit, bah banco, alors, voici en fait toutes les licences du groupe en bande dessinée. Il dit, bah qu'est-ce qui peut vous intéresser? Donc du coup, on a fait un peu, on est un petit aspect supermarché avec le petit caddie. Mais non, bah, c'est bien. Alors, de suite, bah, en fait, Lucky Luke, c'est déjà, on connaît tous les trois, on connaissait Lucky Luke. Bon, en même temps, qui ne connaît pas Lucky Luke, hein. Lucky Luke, c'est très escape game, quoi. Une évasion des Dalton, l'évasion d'une prison. Le nombre de scénarios prison que tu vas avoir en escape game en France est incalculable. Tu peux faire la partie truquée de poker, le train piégé. Voilà, il y a plein en fait, de ce qu'on recherche nous aussi, c'est des lieux clos en fait, où on peut avoir un huis clos qui est en fait de l'escape game parce que tu es dans un seul et même lieu pendant 1 heure à résoudre des énigmes. Donc on a besoin entre guillemets d'une unité de lieu globale en fait au jeu et donc ça se portait vachement bien à l'univers. Lucky Luke se portait vachement bien en fait à l'univers de l'escape game. Sur Black et Mortimer, ça a été un peu différent. C'est en fait Mango a l'habitude de sortir tous les ans un livre d'énigmes sur le thème de Black et Mortimer. Ils avaient fait déjà un tome 1 et un tome 2 en 2015 et en 2016. Et ils s'étaient dit, en 2017, au lieu de ressortir les énigmes de Black et Mortimer, pourquoi pas faire un livre escape game. On devait se caler en fait sur les ouvrages de Jacobs, les originaux. Oui, les originaux. Hein, pas la suite, vous étiez vraiment calé uniquement sur la série de base. En fait, quand tu travailles avec une licence, en fait, le problème c'est que, par exemple, c'est pareil pour Lucky Luke, c'est en fait, il faut que tu choisisses ta tranche. Soit tu travailles sur les livres de Maurice, soit tu travailles sur les successeurs de Maurice. Mais tu peux pas matcher en fait, tout simplement parce que comme on va utiliser des cases et des éléments graphiques, en fait, tu peux pas matcher des auteurs, des séries, des sagas différentes. On n'utilise pas en permanence non plus des cases, donc on arrive toujours quand même à trouver quelque chose qui serve en fait le jeu ou le dialogue ou l'histoire. Et en plus après à côté on a aussi une charte graphique où on a certains éléments prêts à être utilisés et qu'on peut intégrer dans le jeu. Et justement l'utilisation d'une licence, est-ce que amène pas plus de contraintes que la rédaction d'un autre livre escape game classique? Bah oui, totalement, parce que de toute façon, quand on est sur un livre escape game, en fait, c'est nous qui designons, qui créons les énigmes, l'histoire. Quand tu travailles avec une licence, tu as toujours le droit de regard en fait, du gérant de licence. Il y a toujours certains éléments qui sont vérifiés, qui sont recheckés. Donc voilà, il y a une étape supplémentaire, quoi. Vous en venez à proposer à d'autres personnes également donc, de venir écrire des histoires et du coup des histoires séparées. Comment ce virage s'enclenche? Alors pour la deuxième vague, en fait c'est une idée de Mango en fait, hein. Voilà, c'est en fait de varier un petit peu les formats. Après c'est vrai que on a des personnes qui vont vouloir jouer, si tu veux jouer sur la plage, si tu veux jouer dans les transports, tu as 1 heure de TGV, tu as 1 heure de train, 1 heure d'avion, et tu veux avoir quelque chose d'un peu pratique en fait à manipuler. C'est vrai que le format souple en fait est plus simple à balader, à mettre dans ton sac que le 3 aventures. Quand il y a eu beaucoup plus d'ouvrages à sortir, nous on sortait tout juste en fait de Black et Mortimer. Donc parce que Black et Mortimer on a fini l'écriture et il est parti en impression en fait fin août. Parallèlement j'étais en train de créer Majestic Escape Game, donc voilà, c'était un peu compliqué. Les jeunesses sont arrivées en même temps, donc ça faisait un peu trop de projets. Donc on s'est dit on va aller voir d'autres personnes pour justement agrandir le pool d'auteurs des livres Escape Game. Et ce qu'on s'est dit avec Mélanie, qui sont les personnes en fait, les plus à même de créer des livres escape game. Si on allait voir des créateurs d'enseignes en fait, qui ont fait des jeux qu'on a bien aimés, donc on a proposé à plusieurs personnes et la team d'Epsilon ont tout de suite dit oui.
On a été 3 à travailler dessus. On n'avait jamais fait ça avant, donc c'était aussi un peu un challenge. Hein. Et puis en plus, un petit baptême du feu. Voilà, et histoire de faire les choses pas à moitié, on s'est dit on va en faire 2, comme ça, 2 fois plus de deadline. Et puis quand Rémi est revenu pour les suivants, une fois que ceux-là sont sortis et qu'ils nous ont proposé d'en faire 2 autres, là Guillaume et Florent avaient d'autres projets sur le feu, il n'y avait pas le temps. Moi j'avais vraiment... Et t'as pris le virus j'avais apprécié beaucoup justement tout le travail de création qu'il y avait derrière. J'ai trouvé ça très, très enthousiasmant, très agréable. Et du coup je me suis dit allez, je vais essayer toute seule. Plus gros challenge encore. Et du coup, l'écriture d'un livre escape game, est-ce qu'elle est vraiment différente par rapport à quand vous faites une escape en salle, en termes d'écriture, de recherche de mécanique, de tests, etc. Quelles sont les différences entre les deux? Alors, on n'a pas toutes les contraintes physiques qu'on a avec des salles, la recherche de matériaux, etc. Il y a des similarités en revanche, dans le sens où il faut qu'on pense à un déroulé et une trame. Et est-ce qu'on fait quelque chose de linéaire? Est-ce qu'on fait quelque chose de plus délinéarisé, avec des énigmes en parallèle qu'on peut résoudre dans des ordres, finalement, peu importe l'ordre, mais il faut obtenir tant d'informations pour accéder à la suite. Ça, c'est un peu le même genre de problématique. Après, nous, on s'est vraiment posé des questions aussi sur la manière de naviguer dans le livre, sans rentrer dans les détails parce que ça risque d'être abscon sinon, mais on a mis au point un système d'index en fait, auquel il faut se référer. Et chaque énigme qu'on résout donne un chiffre. On va consulter ce chiffre dans cette espèce de grande liste. Et là, ça nous indique où se rendre, qu'est-ce qui se passe, quelle est la suite. L'index qui apporte une dynamique différente aussi. Ça permet plusieurs énigmes à chiffres, ça permet un petit côté livre dont vous êtes le héros, entre guillemets, avec des paragraphes. Il y a en tout cas un rapport différent à la recherche et ça apporte une espèce de fraîcheur. Oui, tu veux dire ça enlève le côté linéaire, justement. L'imposition du linéaire qu'on a dans les livres dont vous êtes le héros, où là, effectivement, tu es obligé de suivre une narration, alors que là, avec ton système, tu n'es pas obligé de suivre une seule piste. Enfin, tu es même obligé de sortir des pistes pour revenir à d'autres. C'était une façon de changer un peu la dynamique du jeu. Et puis d'apporter aussi un petit peu plus d'écriture pure. Parce que tout cet index d'échevin, on s'est vraiment marré à l'écrire. Il y a plein de fausses pistes où tu arrives, vous avez fait tout ce chemin pour rien, et retournez là, et tant pis pour vous. Et on a glissé des blagues dedans, il y a des petites références, des clins d'œil. Et puis c'est quelque chose qu'on a retravaillé, enfin que j'ai retravaillé. J'ai essayé de fluidifier encore un petit peu les choses en faisant une sorte de tuto au début, une espèce de première mini-énigme qui permet aux gens de prendre en main ce système assez vite et de comprendre comment ça fonctionne de façon assez intuitive. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de notion de niveau de difficulté dans les livres. Non. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que vous partez du principe, ou est-ce que c'est un projet plus tard d'essayer de faire des niveaux plus faciles, plus difficiles, etc. Parce qu'effectivement, pour des escapes, on va dire, salles, on connaît à peu près quand même le niveau de difficulté des différentes salles et toutes ne sont pas abordables en premier, quoi. Alors c'est plus simple de varier les niveaux quand on est sur le 3 aventures parce que justement on essaye de faire d'avoir un crescendo. Voilà, d'avoir au moins une énigme un peu plus facile, une autre plus compliquée, une autre intermédiaire. Là quand on est sur une aventure, c'est plus compliqué. Mais on est parti sur des niveaux qui sont des niveaux médians en fait. Intermédiaire. Après, moi je trouve que la notion de niveau est très subjective finalement parce que même dans les salles, on a des gens qui sortent de chez nous en disant c'était vraiment super facile, mais qui sont des experts. Et quand on leur dit que la majeure partie des gens sortent plutôt en 70 minutes et ont du mal, et qu'on a dû rallonger le temps qu'on avait prévu au départ. Initialement, la salle devait durer 60 minutes, elle en dure 70. Voilà, je suis un peu hors sujet, mais c'est bien parce qu'on s'est rendu compte que statistiquement, les gens mettaient plus de temps. Et quelquefois, on a des joueurs pour qui c'est très naturel, c'est très fluide et ça va vite, et ils ne comprennent pas quand on leur dit que c'est un niveau élevé. Donc, mettre un niveau sur un livre, c'est plus adapté à telle ou telle expérience. Et sachant qu'en plus, dans ce livre, tu es ton propre game master, donc tout va varier aussi de quelle va être
ton impatience à prendre un indice ou à te creuser la tête tout seul. Donc, en fait, voilà. Je résisterai, j'irai pas, regardez à la fin. Ah non, on en a qui veulent à tout prix le faire sans indice, donc du coup, qui vont mettre énormément de temps. Est-ce que pour autant c'est plus compliqué? Ça restera toujours quand même quelque chose d'assez subjectif, parce qu'une énigme compliquée sera hyper simple pour quelqu'un d'autre, quoi. Tiens, question aussi sur l'idée de comment dire, de durée de chronométrage. Là, comment vous gérez ça, que ce soit l'un ou l'autre, parce que vous n'avez peut-être pas la même approche. Voilà, cette notion est quand même là, est toujours indiquée de le faire en 60 minutes et en même temps avec un livre. Enfin voilà, les gens qui veulent prendre leur temps peuvent prendre leur temps aussi. Donc, est-ce qu'à un moment, comment ça rentre dans votre réflexion pour créer les énigmes, pour créer la dynamique? Ça a été surtout une découverte au premier. Après, quand tu as créé une première histoire, que tu vois qu'il y a des types de comportements, tu sais à peu près combien tu dois faire, grosso modo, de grosses énigmes pour tenir le rythme et la cadence. Voilà, après, tu jauges. Si tu en fais des plus simples, tu vas mettre une ou deux énigmes en plus. Donc, après, voilà, c'est une gymnastique. En général, dans les bêta-tests, on est toujours aux alentours de 45 à 50 minutes sur des expérimentés et entre 60 et 70 pour les autres. Et après, de toute façon, nous, on conseille pour ceux qui veulent faire vraiment comme dans un escape game de mettre le chrono. Après, ceux qui ont envie vraiment de le prendre comme un livre d'énigmes avec une aventure, etc., et sans se mettre de pression, ils peuvent ne pas se mettre de chrono non plus. De toute façon, tu as aussi une autre contrainte, c'est la pagination, puisque vous avez un format qui, lui, je pense, est imposé par l'éditeur, à 47 pages. Je crois que c'est ça doit être 47. Enfin, c'est une petite tu les as à côté de toi. Voilà. Je les ai regardés, mais par rapport par rapport au nombre de pages, etc. Bon, de toute façon, c'est un multiple de 8. Voilà, mais c'est de toute façon, c'est des multiples de 8, puisque c'est des cahiers de 8 pages. Mais voilà, donc du coup, ça signifie que voilà, tu as ce problème de pagination, enfin ce problème. Je ne sais pas si c'est une contrainte ou finalement ça vous permet peut-être aussi un confort en vous disant de toute façon on a 48 pages, donc il faut que tout passe et par rapport au nombre d'énigmes nécessaires par rapport aux 60 minutes, ça peut être aussi une facilité pour vous de dire voilà, on sait qu'une énigme c'est tant de pages en moyenne pour un temps de temps. Alors, ou c'est pas du tout le cas? Toi, je ne sais pas comment vous avez fait, mais nous, la contrainte du nombre de pages, ça nous a vraiment servi de base de travail. C'est-à-dire qu'on est parti là pour se dire, alors on veut une histoire sur cette thématique. Si on enlève le sommaire, les index, etc., il nous reste tant de pages. Et on sait que globalement, on a cette énigme générale qui est comme ci ou comme ça. Après, comment est-ce qu'on va découper ? Et à partir de là, on était bon, là il nous faut une grosse énigme, là il nous en faut deux petites, là il faut ceci, cela. Et c'est un peu comme ça que j'ai refonctionné avec Destination Terre. Pour l'autre Casting Mortal, c'est un peu différent parce que là c'est un livre escape en photo. Avec des contenus... Qui est une autre, du coup, encore une autre démarche, qui s'était déjà fait sur le premier escape game. Et donc il y a des contenus externes en plus, donc là l'écriture a été un peu différente. Mais en tout cas pour les trois autres, oui, on est parti du nombre de pages, ça nous a servi vraiment de cadre pour construire les histoires derrière. Comment vous mettez en place du coup ça les énigmes? En plus, oui, Casting Mortal qui du coup a cette dimension photo par exemple. Est-ce que tu as fait des photos tests comme ça ou est-ce que tu étais avec des images? D'ailleurs, comment vous mettez au point les livres? Enfin voilà, tout le processus créatif qui est derrière, avoir le matériel, on va dire, nécessaire pour pouvoir le tester derrière, tester les énigmes. Ça se passe comment? Ça prend combien de temps? Comment ça se fait concrètement dans les faits de créer un escape game? Ça va se présenter sous la forme d'un Google Slide où on va reprendre en fait la pagination en fait du livre sur lequel on va faire des mock-ups, voilà, des petits des schémas très moches. Oui, voilà. C'est ça. Ah oui, alors ça, nous on fait après le document Google Slide avec des trucs très moches, mais accompagné quand même pour chaque page d'un pavé de texte comme ça qui dit alors il doit avoir ça en fond, voici l'univers, l'énigme, il faut que ça ressemble à ça, parce que le joueur, lui, il va devoir déduire tels éléments. Parce que non seulement faut que tu lui dises ce qu'il doit mettre, mais aussi ce qu'il ne doit pas mettre. Oui. Ouais.
Parce que Voilà. voilà, faut pas qu'il y ait des faux c'est ça. indices. Oui. Attention, surtout fausses pas pistes, cette couleur-là, parce que ça va tout Mais ça, de toute perturber. façon, on est obligé quand même même après, parce que de toute façon, on peut pas tout dire, on pense pas à tout. Au final, une fois qu'on a l'illustration face à soi, on dit mais en fait, les gens ils comprendront jamais le truc. Donc voilà, des étapes de simplification ou des fois même au contraire, c'est trop simple. On dit il faut qu'on rajoute certains éléments pour que ce soit plus dense. Sur Black et Mortimer, on avait travaillé avec un graphiste que Mango avait pris pour cette tâche. Et après, on travaille voilà, avec un pool, d'illustrateurs, comme ça a été le cas pour Destination Terre ou Une nuit à la bibliothèque. et le labyrinthe. Et le labyrinthe. En fait, les deux premiers, on a travaillé avec la même illustratrice, Marie Bayard, qui a ce style très bande dessinée, comic strip, et qu'on appréciait beaucoup. Et elle a fait un super travail parce qu'elle a compris vraiment ce qu'on avait dans la tête. Les univers qu'on lui a proposés lui parlaient et elle les a vraiment très bien retranscrits. Et puis, c'est une fan de jeux de rôle, donc du coup... les énigmes, c'était des choses qui lui parlaient aussi. Ouais. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un qui comprend où on veut aller, qui comprend le sens des énigmes. Ça a été très simple et très agréable de travailler avec elle. Et sur Destination Terre, j'ai travaillé avec Emmanuel Grard, qui lui aussi est assez plongé dans cet univers-là, qui avait travaillé d'ailleurs, il a fait des patchs pour la combinaison de Thomas Pesquet. Donc l'univers de l'espace, c'était quelque chose qui lui parlait aussi. Et je suis hyper contente des illustrations qu'il a sorties dans le beau vaisseau spatial. Là. Alors c'est drôle parce que dans les versions donc junior, il y a des parties didactiques. Puisque le sais-tu, alors donc on nous explique ce que c'est qu'un virus informatique, un blason, etc. Tu viens d'y jouer en fait. Voilà. C'est mon niveau. Moi je travaille à mon niveau. Hein. Et ça c'est quoi? C'est une volonté de votre part? C'était une volonté éditoriale? D'où vient cette idée? C'était une volonté de Fleurus en fait qui nous a dit ce serait bien qu'on ait des petits encarts pédagogiques. Alors après pas de panique, hein, donc ce n'est pas non plus un texte rébarbatif qui va prendre une demi-page, mais voilà, c'est 2-3 lignes vu qu'on est sur des univers, le hacking informatique, voilà, on peut avoir des petits éléments à droite à gauche qui permettent, voilà, si les joueurs sont intéressés. Parce que du coup, ils n'ont pas de lien dans la résolution des énigmes. Donc si quelqu'un va aller plus loin, si un joueur va aller plus loin, il peut avoir des informations un peu complémentaires. Ou sinon, si ça ne l'intéresse pas, il peut de toute façon continuer le jeu et poursuivre l'aventure. Autant là, sur les livres adultes, en fait, on est en totale autonomie. Parce que du coup, on a quelques retours des fois de l'éditeur, mais on n'a jamais eu de modification, en fait, de demande de modification des énigmes par l'éditeur. Autant là, nous, nous on ne connaît pas trop quelle peut être la réaction d'enfants en fait, face à certaines énigmes. Donc elle teste tout et elle nous fait, elle nous fait ces petites remarques en disant alors peut-être essayer de voir comment vous pouvez simplifier cet élément de jeu. On n'a jamais eu de retour non plus sur cette énigme, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, des fois, des petits conseils sur voyez comment vous pouvez faire un petit peu plus simple là-dessus. Dans tous les escape games, en fait, on a des familles d'énigmes. En fait, on réinvente jamais la roue. Hein, c'est juste en fait après la façon dont on l'habille. Décaler le curseur aussi. Oui, la façon dont une énigme en fait, tu vas toujours avoir de la fouille, de la réflexion, de la logique, de la manipulation. Et après, c'est comment tu vas habiller la chose qui fait que des joueurs qui, une fois, ont percuté en 3 secondes et ont fait le jeu, et chez toi, alors que l'énigme est intelligible, rodée, etc., ils vont passer plus de temps parce qu'en fait, l'habillage va être plus difficile à appréhender et la résolution va mettre plus de temps. Après, dans la manipulation, on a plus la possibilité de faire des trucs un peu différents, etc. Mais il y en a quand même là jusqu'à présent parce que je pense par exemple c'est dans le Black et Mortimer où il y avait une énigme avec de la lumière, si je ne me trompe pas, c'est dans celui-là, oui. Il y a
les deux aventures aussi qui sont à 2 joueurs séparés, enfin ça voilà, c'est une petite mécanique différente. Je pense de coup à Clémence aussi, la mécanique que tu as mis en place avec l'index. Voilà, puis peut-être si vous avez de quoi teaser dans les nouveaux, comment voilà, ces idées-là vous viennent. Alors, bon, je ne vais pas parler pour Rémi parce que Ouais. je pense qu'on a chacun nos processus différents, mais déjà, j'ai trouvé très intéressant sur les premiers avec Guillaume et Florent qu'on travaille tous les trois. Et j'ai trouvé qu'on se complétait bien parce que justement, on proposait des types d'énigmes différents tous les trois. Et je sais que Flo a proposé des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, et peut-être vice-versa. Mais du coup, ça nous a permis d'avoir justement une espèce de panel, un assortiment d'énigmes avec des mécaniques différentes, des thématiques différentes aussi. Ça nous a permis de nous répartir le travail. Et j'ai vraiment essayé de m'inspirer de ça et de varier les types, les genres d'énigmes dans les suivants quand j'ai écrit toute seule. Pour casting, c'est un peu différent parce que c'est pas proprement parler un livre uniquement d'énigmes, on est plus sur une enquête policière un peu façon Cluedo. Il y a des énigmes à résoudre pour accéder à certaines pages, mais c'est pas le plus gros du jeu. Le plus gros du jeu, ça va être vraiment ce travail de recoupement, d'aller chercher, fouiller les scènes de crime, trouver des indices. Pas seulement dans le livre d'ailleurs, là l'idée c'était un peu comme dans Code Médusa, d'aller chercher des choses sur Internet qui restent vraiment dans l'univers du livre. Pour le coup, je ne me suis pas servi des réseaux sociaux, mais par contre, les joueurs vont vraiment se mettre dans la peau d'un paparazzi et vont devoir consulter le répondeur de la victime pour écouter les derniers messages qu'elle a reçus, accéder aux vidéos dans l'ordinateur d'une boîte de production, des vidéos de casting dans lesquelles il y aura des indices aussi. La première enseigne, le premier jeu qui a ouvert ses portes en France, c'était une scène de crime, hein, donc c'est voilà, dans la droite lignée. Et en fait, avec ce que dit Clémence, en fait, on se retrouve sur ce qu'on ferait dans un vrai escape game. En fait, dans un vrai escape game, on aurait le téléphone, on appellerait et on aurait ce qu'on découvre. On aurait un ordinateur, un ordinateur sur lequel on pourrait consulter en fait ce qu'on va consulter. Donc en fait, c'est des manipulations en fait qui ne détériorent pas le livre, mais voilà, qui nous permettent en fait aussi de nous raccrocher à un escape game classique. Et dès le départ, tu avais décidé que ça serait un livre photo. Oui, alors ça c'était à la base c'était plutôt pour une contrainte de temps parce que comme j'ai écrit les 2 livres en même temps et que le temps donné était quand même limité, il fallait quelque chose qui ne demande pas des milliers d'allers-retours, que je pouvais gérer vraiment moi-même toute seule. Et donc j'ai tout fait de A à Z, les photos qui sont dans le livre, les contenus externes, le montage, le code, etc. Ça m'a demandé de mettre les mains un peu dans la technique, mais c'est très satisfaisant finalement de livrer un produit fini dans sa totalité, d'avoir réfléchi à certaines problématiques, parce que je voulais par exemple que pour le coup du répondeur, les gens composent un vrai numéro de téléphone et pas aller sur un site dédié, etc. Et pareil, les URL qu'il y a consultés qui sont indiqués dans le livre, enfin, je voulais qu'il y ait vraiment ce côté très réel, très réaliste. Et du coup, ça a demandé pas mal de brainstorm pour trouver des solutions. Mais c'est ça qui est intéressant aussi et qui, à mon sens, pousse la créativité. Le deal avec Mango, c'est de faire à peu près combien de nouveaux titres par an? Vous avez un deal là-dessus ou c'est juste non. par rapport à... Multiplie par 2 tous les ans. J'espère pas, parce que cette année étant très productive, D'auteurs, mais bientôt ils vont nous avertir du nombre. Et après on va voir. De toute façon, on a déjà pas mal d'auteurs avec qui on travaille. Il y a déjà un auteur avec qui on travaille pour un projet Escape Game avec Mango. Surprise. Est-ce qu'il faut être un bon joueur d'escape game pour être un bon scénariste? Moi, je pense pas. Mais Non. mais c'est ça. Non, mais t'es pas non plus obligé d'être un bon joueur d'escape game pour être un bon game designer. Moi, je suis pas forcément la meilleure des joueuses, mais je suis plutôt contente des bouquins que j'ai sortis. Donc, mais Tu aimes mieux mettre les mains dans le cambouis que... après, je suis pas bonne en fouille, donc. Après, j'ai envie de te dire que les mécaniciens ne sont pas forcément de très bons pilotes de course. Hein. Pourtant,
Et pourtant, sans le mécanicien, le pilote de course, il pourra rien faire. Donc, non, mais en tout cas, il y a des codes à respecter, il y a une dynamique, il y a des types de gameplay qui sont très spécifiques, qui sont pas forcément de toute façon, quand tu fais un livre d'énigmes, c'est tu as une page, tu as une énigme, tu la résous, hop, tu fais autre chose, quoi. Mais là, il y a vraiment toute une trame narrative et un type de déroulé de jeu qui est vraiment spécifique. Et une vraie dernière question. Il y aurait l'envie après de... Je l'ai fait à la Guillaume. Hein, il y a 15 dernières questions. Il y aurait l'envie de passer aussi du coup à un escape game qui serait vraiment jeu en boîte ou bien un hybride qui serait mi-livre, mi-jeu en boîte. Je vois des... Oui. Bon. Alors, je ne sais pas si officiellement j'ai le droit d'en parler, mais le Labyrinthe des Oubliés a été adapté en jeu en boîte et va sortir à la fin de l'année. Voilà, j'en dirai pas plus parce que... Chez Mango aussi Mango. ou chez... D'accord. Voilà. Après, du coup, déjà ceux qui auront fait l'énigme, en fait, n'auront pas... Voilà, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore découvert cette énigme et ils la découvriront sous un autre format. Voilà. Pas forcément que livre classique, mais voilà, il y aura... Le contenu n'a pas changé, c'est simplement la forme qui a été revue. Merci bien, merci de nous avoir su, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On a brassé assez large et puis on espère qu'on vous a titillé aussi sur tous les possibles. Oui, tu veux dire quelque chose? D'accord. Merci. Au revoir Christophe. Merci de m'avoir suivi dans cette petite aventure et d'avoir été là pour la caution livresque de qui s'y connaît. Quant à nous, on se dit à bientôt, que ce soit à nouveau dans une interview, dans un papotage un petit peu à part comme ça, ou dans nos petits bureaux immaculés de blanc. Voilà, là on avait un peu de couleur, ça change. Et puis on vous dit à très bientôt. Ah, salut.